少女はお茶会に遅れないよ。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。La sérendipité fait partie intégrante de mon travail et m'a souvent amené à découvrir des affaires incroyables et passionnantes, au détour d'une soirée d'ennui profond à une époque où mon univers glissait. Lessivé par des journées de 12 heures au bureau et une éternité dans les transports, je regagnais un foyer conjugal anxiogène dont mes enfants encore tout petits étaient la seule motivation de retour. Alors, après les avoir couchés et m'être anesthésié avec une bouteille de shochu, je m'affalais sur le canapé et offrais mon cerveau en sacrifice à la télévision japonaise, l'une des plus indigentes des univers connus. C'est en zappant sur les innombrables chaînes du câble, dont la plupart rediffusent des vieux nanars des années 80, que j'ai découvert un téléfilm de 1983 avec Beat Takeshi sobrement titré Okubo Kiyoshi no Hanzai, le crime ou les crimes de Okubo Kiyoshi, film qui m'était totalement inconnu. Passé la joie de découvrir une prestation inédite de l'acteur-réalisateur, je déchantais vite face à la qualité catastrophique du programme et restais accroché par l'histoire présentée comme basée sur des faits réels, ce qui en général me refroidit plutôt, n'ayant jamais considéré cette accroche comme un facteur d'intérêt supplémentaire. Assez frustré car l'œuvre télévisuelle ne se concentrait que sur les meurtres et l'arrestation de Okubo, je fis quelques recherches sur internet mais n'y trouvai que quelques articles assez vagues. Mon épouse d'alors, toujours aussi horrifiée par ces faits divers, se rappela d'un ouvrage sur l'histoire de ce tueur en série qu'une amie à elle lisait à ses heures perdues sans s'en remémorer ni le titre ni l'auteur. La magie de la vente de livres en ligne fit que nous en trouvâmes deux, dont celui de Tokuba Akira, Beige no Kuruma Akira, le tueur à la voiture beige, mais aussi une somme de scans d'articles de journaux du début des années 70 relatifs à l'affaire. Cette curiosité, alors nullement motivée par ce travail, qui deviendra le mien des années plus tard, je l'ai toujours et c'est elle qui m'a permis de développer ma propre méthode de recherche privilégiant les archives papier, radio et même télévisuelles au seul internet qui, s'il est une invention épatante, comme disent les jeunes, reste bien trop souvent dans l'approximation et la mauvaise lecture. Mais revenons à notre affaire du jour et à la raison pour laquelle je n'avais jamais entendu parler de cet individu. Dans les années 2000, le Japon connaissait son plus gros boom international, exportant à tour de bras sa pop culture à travers le monde et voyant en même temps son nombre de résidents étrangers exploser. La légende du pays le plus sûr du monde se devait de briller plus que jamais, et la presse ramassait les épluchures un peu moisies de l'actualité violente pour les mettre dans la poubelle de l'histoire, lui préférant de belles bluettes sirupeuses et fantasmées d'un pays idéalisé qu'il fallait vendre aux clients mondes. Même les anciens, je repense à mes beaux-parents de l'époque, voulaient oublier ces histoires sordides et préféraient voir le pays rayonner à l'international, fiers qu'ils étaient d'avoir un gendre d'importation. Mais le ver était dans le fruit et je passais mon temps de transport à dévorer ces ouvrages sanglants qui chroniquaient les pires épisodes de l'histoire criminelle du pays, faisant germer l'idée de ce qui deviendrait Satsujin après maintes péripéties. Au fil de mes lectures, je compris vite pourquoi le nom de ce tueur évoquait tant de terreur dans les esprits. La population cherchait à oublier celui qui terrorisa le centre du Japon au début des années 70 en assassinant sauvagement 8 jeunes filles et en violant une douzaine. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de Okubo Kiyoshi, le tueur à la voiture beige. Okubo Kiyoshi est né le 17 janvier 1935 à Takasaki dans la préfecture de Gunma au centre du Japon. Né d'un père japonais employé par la compagnie nationale de chemin de fer et fils d'une russo-nippone, il était le plus jeune garçon d'une famille de 8 enfants. Comme c'était la norme dans les foyers pauvres de cette époque, les Okubo assuraient leur subsistance et la possibilité de leurs vieux jours en faisant des enfants.
À une époque où le Japon expansionniste broyait ses enfants à la guerre, que ce soit en Mandchourie ou dans les îles du Pacifique, c'étaient souvent les familles les plus pauvres qui faisaient le sacrifice de leurs fils. Les écrits des philosophes et sociologues japonais de cette époque, comme Watsuji Tetsuro, évoquent cette nécessité de constituer une réserve de travail pour les tâches domestiques, agricoles et industrielles, mais aussi pour l'armée impériale à travers ce choix de faire des enfants. La perte d'un fils, si elle était dramatique émotionnellement dans les familles instruites, l'était plus encore d'un point de vue matériel dans les milieux les plus précaires. Watsuji fait d'ailleurs un parallèle intéressant entre la morale bouddhiste japonaise très matérialiste et détachée des contingences affectives intrinsèques à la chrétienté et la tentation marxiste des années 20 au Japon. Mais revenons au petit Kiyoshi. Petit dernier au visage d'ange, il fut choyé et adoré par ses parents qui lui laissaient, comme à ses frères et sœurs, faire à peu près tout ce qu'ils voulaient, très occupés par leurs métiers respectifs et la course à la nourriture. Les enfants Ōkobo, comme beaucoup de leurs contemporains, devinrent autonomes et durent se charger de beaucoup de tâches ménagères très tôt dans leur vie. Kiyoshi eut une vie un peu différente de celle de ses frères et sœurs poussés à faire des études, au moins primaires, pour tenter de lui offrir une ascension sociale par le savoir, grâce à un petit plus de revenus permis par le travail des aînés. Alors il entama une scolarité sans éclat au milieu d'enfants plus riches que lui. Mis au bond de son école et moqué par ses camarades car il était métis, il délaissa peu à peu ses études aux grandes dames de ses parents et préféra traîner dans la campagne, chapardant ce qu'il pouvait dans les fermes et piégeant des petits animaux. Lorsqu'il se faisait prendre, ce qui arrivait souvent, ses parents, toujours persuadés que le salut de la famille viendrait de lui, se rangeaient de son côté et ne le punissaient jamais, lui faisant tout au plus un brin de morale. Ainsi, un jour qu'il avait volé des kakis sur l'arbre d'un voisin, celui-ci qui venait se plaindre à sa mère se vit rétorquer « C'est de votre faute, il ne fallait pas planter votre arbre aussi près de chez nous ». À l'école, il ne faisait rien, passait son temps à rêvasser et tenait tête à ses instituteurs à chaque occasion, parfois assez violemment, en bon dernier de la classe. Très tôt, il commencera à s'intéresser de près aux filles et se montrera très entreprenant avec ses petites camarades de classe, ce qui lui vaudra un nouveau signalement, une fois de plus totalement ignoré par ses parents, prenant même la chose à la rigolade et louant presque la virilité précoce de leur petit chouchou. 2 incidents furent relatés dans une note interne de l'école primaire de Takasaki. La première relative à des attouchements sur une camarade de son âge qu'il avait amadouée avec des cigarettes volées et une revue de mode chapardée elle aussi, et la seconde envers son institutrice à qui il avait passé la main sous la jupe. La direction de l'école fit un rapport académique sur lui le qualifiant, je cite, de « trop mature pour son âge », se livrant à des actes inconvenants y compris avec ses professeurs. Très vite, les plaintes des parents concernant des actes de harcèlement et d'attouchement de Ōkobo sur leur fille arrivèrent chaque semaine sur le bureau du directeur, et il fut renvoyé. Il devra poursuivre sa primaire dans une école tenue par des moines, mais n'y mettra pas souvent les pieds. La période de la Seconde Guerre mondiale fut rude pour Ōkobo et sa famille, d'autant plus moqués pour leur sang russe, parfois agressés et tenus à l'écart de la solidarité entre habitants. Petit à petit, tous furent écartés de la communauté locale, son père mourut en soldat sur une île du Pacifique, de même que 2 de ses frères, mais cela ne changea pas la vie des gens sur cette famille. Alors, rejeté, il ne joua plus qu'avec ses frères et sœurs et commença à éprouver un réel ressentiment envers ses contemporains qu'il tenait pour responsables de la situation très précaire de sa mère et de sa famille. Métisse russe, la malheureuse ne put trouver de travail dans un pays qui voyait en chaque étranger une menace, et le jeune Kiyoshi raconta avoir assisté au viol de sa mère par des Kempeitai, la police politique de l'empereur, puis par des Américains lors de l'invasion du pays. Il sera profondément marqué par toute cette violence et commencera à développer un caractère très solidaire et méfiant, mais aussi une obsession pour les filles. C'est durant l'été 1946, alors qu'il n'avait que 11 ans, que tout va basculer. Il sera surpris par un livreur de tofu en train de violer la fille de ses voisins à peine âgée de 7 ans. Vu son très jeune âge, il ne fut bien entendu pas inquiété par la loi et reçut une solide correction de la part du père de la victime, lui brisant plusieurs os du crâne et du torse. Très vite,
Le dédain des voisins se changea en haine et en agressivité. Les gens du voisinage commencèrent à le surnommer le petit Kodaira, du nom de ce tueur et violeur en série qui sévit au Japon et en Chine occupée avant et pendant la Seconde Guerre mondiale et dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. Alors, de plus en plus déscolarisé, il se mit à battre la campagne et s'inventa une vie. Il se faisait appeler Tanigawa Ivan, le nom du village de naissance de sa mère, accolé au prénom de son grand-père russe, et s'imaginait des aventures incroyables qu'il racontait à ceux qui lui posaient des questions, histoire de se donner une importance et une consistance auprès des gosses de la rue qu'il fréquentait assidûment. Il quitta l'école définitivement à 13 ans et se retrouva livré à lui-même, nourrissant un sentiment d'exclusion et de perte de contrôle sur sa propre vie. Ses 3 sœurs étaient mariées, ses 2 frères survivants travaillaient dans des usines de la région, et sa mère essayait de s'occuper de lui entre 2 boulots mal payés pour la base américaine voisine et des passes bon marché pour les soldats en cantonnement. Obsédé par le sexe, il avoua avoir observé les ébats tarifés de sa mère en se caressant et bien sûr se mit à faire tout ce qu'il pouvait pour se trouver des partenaires. Mais à son âge, les filles ne s'intéressaient pas à lui, le petit garçon maigrichon et sans un sou. Alors il resta désespérément seul, essuyant les refus et les gifles des filles de son âge et les rires amusés de celles plus âgées. Dès lors, il développera un fort mépris envers les femmes qu'il ignorait, puis envers la gente féminine dans son ensemble. À l'âge de 15 ans, il sera à nouveau intercepté par un voisin qui cherchait sa fille de 13 ans partie pour une course, et qu'il retrouvera dans une remise nue et les mains attachées pendant que Okubo la violait. Il prendra à nouveau une raclée monumentale et sera expulsé de son quartier Manu Militari par les riverains qui en profitèrent pour frapper sa mère et tenter de mettre le feu à sa modeste maison. Aidé par un copain de misère, il s'enfuira et prendra le train clandestinement pour la ville voisine de Maebashi, où il s'installera chez un logeur qui faisait travailler des jeunes garçons comme cireurs de chaussures. Lorsqu'il commença à gagner un peu d'argent, il put se payer sa première prostituée, mais il avouera plus tard ne pas avoir été convaincu par le fait d'avoir un rapport avec une femme consentante, préférant les cris de celle qu'il abusait. Entre 1950 et 1955, il agressa une dizaine de jeunes filles, dont certaines furent frappées violemment après leur viol, mais ne fut jamais appréhendé. Il confessera ses forfaits bien après son arrestation. Le 26 décembre 1955, soit 9 ans après sa première agression sur sa petite voisine, il frappa et tenta de violer une jeune écolière de 17 ans qui rentrait des cours dans son quartier de Maebashi, mais pour une fois, elle réussit à s'échapper et à donner l'alerte. Okubo, saoul comme un cochon et à peine capable de marcher, fut arrêté facilement, le pantalon sur les chevilles, et condamné à 18 mois de prison. Comme c'était sa première condamnation et qu'il se tint correctement en détention, le juge décida de le libérer après 2 mois et de commuer sa peine en un sursis de 3 ans. Le jeune homme sortit en février 1956 et retourna à ses activités de rapine et de vagabondage, volant des voitures pour le compte d'un apprenti yakuza et trafiquant de cigarettes volées sur les bases américaines. Malgré le petit pécule accumulé, il ne cherchera pas à se retrouver une petite amie ni même à fréquenter les bordels, mais continuera à développer cette obsession morbide pour le viol et son mépris des femmes. Quelques mois plus tard, en septembre 1956, Okubo croisa la route d'une jeune fille de 14 ans qui rentrait du collège et marchait dans une ruelle isolée de cette périphérie urbaine. Il la bâillonna de ses mains, la traîna jusque dans sa voiture volée qu'il conduisait à son revendeur et la viola sur la banquette arrière. Après avoir accompli sa sinistre besogne, il attrapa une clé anglaise sur la plage arrière et en frappa le crâne de sa victime à plusieurs reprises. Fort heureusement, la jeune fille survivra et pourra donner une description de son agresseur. Il fut arrêté par la police quelques jours plus tard et renvoyé devant le juge. Son sursis fut levé et il écopa de 3 années de prison supplémentaires qu'il effectuera au pénitencier de Matsumoto. Cette fois-ci, les choses ne se passèrent pas aussi bien que la première fois et il fut confronté à des criminels endurcis qui lui menèrent la vie dure à un système carcéral beaucoup plus autoritaire, subissant des châtiments corporels à répétition et les quartiers de haute sécurité à chaque rébellion. C'est durant son séjour dans cet établissement à la discipline plutôt stricte
qu'il alimentera sa haine de l'autorité et de plus en plus, devant son impuissance à maîtriser sa vie, sa soif de pouvoir sur les autres, principalement les femmes bien sûr qu'il tenait pour responsables de sa situation. Il fut finalement libéré sur parole à 25 ans après quelques mois de bonne conduite et la promesse de suivre un apprentissage professionnel. À sa sortie de prison, il prit une fausse identité et se fit faire des papiers grâce aux relations qu'il avait nouées en détention. Il se fit alors appeler Watanabe Kiyoshi. Malgré les difficultés qu'il put y rencontrer, il avait un peu parfait son éducation à la prison de Matsumoto et parvenait à lire et à écrire correctement, ayant même lu quelques livres avec une capacité à les retenir assez étonnante. Se refusant à suivre la mise à l'épreuve et le suivi judiciaire, il disparut dans la nature sous sa fausse identité. Il commença à traîner autour des écoles et des facultés et observer les filles, n'osant tout de même pas passer à l'acte par peur de repartir en prison. Alors il eut une idée, il se fit passer pour un étudiant et fréquenta assidûment les campus, une serviette en cuir vide sous le bras. Il se mêlait au groupe d'étudiants devisant de tout et de rien et commença même à s'intéresser à la politique, sujet qui enflammait la jeunesse japonaise de l'époque. Beau parleur et très sûr de lui, il finira par séduire une jeune étudiante de 19 ans, Sato Etsuko, qu'il épousera en mai 1962. De cette union naîtront 2 enfants, un garçon, Shinzo, né le 12 juin 1963, et une fille, Akiko, née le 25 septembre 1965. Okubo Watanabe vivra quelques années sans incident majeur. Mais cette vie d'époux et de père de famille ne le satisfaisant pas, il l'écrira plus tard, même si l'alcool qu'il consommait en grande quantité l'abrutissait suffisamment pour effréner ses plus bas instincts, il était toujours là et l'assaillait dès lors qu'il croisait une jeune étudiante ou une collégienne dans la rue. Élevé dans un contexte familial ultra permissif, il reproduira ce schéma à la maison et restera frustré de ce besoin de contrôle et de domination qui le dévorait. En effet, comme d'autres tueurs en série, il ne s'en prendra jamais à sa femme ou à ses enfants, se montrant même un mari et un père aimant, drôle et plutôt cool, passant tout à ses petits et couvrant sa femme d'attention. Peu regardante sur l'origine des fonds qui alimentaient le ménage, elle ne se rendra pas compte que son époux vivait à crédit par le biais de petites escroqueries au chèque et au bon au porteur, volant des sacoches de notaires et de chargés d'affaires dans les snacks et bars de nuit de la ville et les revendant à la pègre locale. C'est durant ces maraudes crapuleuses qu'il ressentit à nouveau cet instinct de chasseur renaître en lui. Durant quelque temps, le soir venu, avant d'aller plumer le pigeon, il rôdait dans son quartier en début de soirée, guettant les jeunes femmes qui rentraient du travail et les filles qui sortaient du collège. Il essaiera de se contenir, demandant même à sa femme de revêtir un uniforme scolaire pour des jeux de rôle sexuels, mais rien n'y fit. Le 23 décembre 1966, à la nuit tombée, il prétexta une promenade digestive et sortit de chez lui avec une idée fixe. Quelques jours auparavant, il avait repéré une jeune fille de 16 ans qui habitait l'immeuble au coin de sa rue et rentrait du lycée chaque jour à la même heure, s'arrêtant brièvement sur le banc d'un parc voisin pour y boire une briquette de lait. Il avait observé avec attention et savait qu'il n'y avait personne dans ce parc à cette heure-là. Alors il avait acheté un bonnet, des lunettes de soleil, une veste colorée très différente de ce qu'il avait l'habitude de porter et se préparait à commettre l'irréparable. Il se rendit au parc, se cacha dans un coin plus sombre de l'endroit qui devenait déjà noir et attendit. La jeune fille arriva, à la même heure que d'habitude, s'assit sur le banc mais n'eut pas le temps d'attraper sa boisson dans son sac. Okubo arriva derrière elle et lui mit la main devant la bouche et l'autre autour du cou. Il la traîna derrière un buisson et lui administra 2 violents coups de poing dans la figure, puis lui fourra un mouchoir dans la bouche et lui enroula son écharpe autour du visage. Il la viola à plusieurs reprises et de plusieurs manières que la modération de la plateforme et la décence m'interdit de vous décrire, et c'est peut-être mieux comme ça. Après avoir accompli sa sinistre besogne, il assomma sa victime et s'enfuit. Il rentra à la maison comme si de rien n'était, prépara le réveillon de Noël à venir avec sa femme et ses enfants. La malheureuse porta plainte, mais faute de description précise et d'indices, l'enquête n'aboutit pas. Gonflé à bloc par son succès et grisé par la sensation de pouvoir que cette agression lui avait procurée, il ne tardera pas à récidiver.
Début février 1967, il repartira à la chasse, grimé comme lors de son dernier crime, et violera une jeune femme de 20 ans qui rentrait du travail avant de la frapper violemment à la tête avec une pierre. Cette fois, galvanisé par un sentiment d'impunité grandissant, Okubo laissa suffisamment d'indices pour permettre à la police de remonter jusqu'à lui, et c'est ce qu'elle fit. Il fut arrêté pour ces 2 viols quelques mois plus tard grâce au relevé de ses empreintes lors du premier crime. Là encore, si la police avait comparé ses fichiers avec ceux de la pénitentiaire, elle aurait pu empêcher ce crime et l'arrêter bien plus tôt. Récidiviste, il ne put bénéficier de la clémence des juges et le 7 juin 1967, il écopa 7 fois de 4 ans et demi de prison. Malgré ses précédentes condamnations pour agression sexuelle, ses discours inquiétants sur la gente féminine, la violence et sa fausse identité, Okubo ne rencontrera aucun psychiatre pendant son incarcération. Son intérêt pour les penseurs politiques le conduisit à s'intéresser à l'art et à la poésie, alors pendant sa dernière année de détention, il lira avec passion des recueils de poésie japonaise et occidentale et dévorera des livres d'art, principalement sur les impressionnistes. Il dira même s'identifier à Van Gogh dont il comprenait le génie car prétendant partager la même folie. Dès lors, il se mettra à écrire des haïkus et des poèmes romantiques dont beaucoup étaient inspirés des chansons pop qu'il entendait à la radio, mais qui, d'après le directeur de l'établissement pénitentiaire qui s'y intéressait, avaient un certain charme et une réelle efficacité émotionnelle. Malin et manipulateur, il fut un prisonnier modèle une fois encore et réussit à obtenir une libération anticipée le 3 mars 1971. Le juge des libertés considéra qu'il, je cite, « n'était plus une menace pour la société » et le laissa repartir dans la nature sans même un contrôle judiciaire. Rebelle à l'autorité de par son éducation, il avait nourri un sentiment de haine vis-à-vis de la police et de la justice qui, à ses yeux, l'empêchait d'accomplir ses fantasmes de contrôle et de domination. En prison, il avait lu quelques penseurs libertaires comme Kotoko Shusui et Osugi Sakae sans en comprendre vraiment la moelle sociale, n'en gardant que la justification de l'action par la violence et l'abolition des tabous bourgeois. Il écrira en détention pour Okubo le viol de mineurs et la pédocriminalité comme le meurtre rentré selon son appréciation dans le cadre de la morale réactionnaire, et il se voyait un peu comme un révolutionnaire. Dans son délire, cette incarcération était injuste et les actes qu'il avait commis ne justifiaient en rien une telle infamie, puisqu'il se pensait le rouage d'une machine plus grande qui contribuait à faire changer le monde. À travers ses lectures et ses réflexions délirantes, il prit conscience qu'il était hors norme et ne voulut plus obéir aux lois ni à la morale. Ses fantasmes de mort et de souffrance infligées le débordaient et peinaient à être justifiés par le plus tordu des biais idéologiques, un peu plus chaque jour. À peine libéré, il décida que plus rien ne l'empêcherait d'être enfin celui qu'il était vraiment au fond de lui, un prédateur qui pouvait se servir et disposer des corps et des vies à sa guise. 10 jours après sa levée d'écrou, il investira ses dernières économies dans l'achat d'une Mazda sedan beige d'occasion qu'il paiera 210 000 yens, environ 1700 € d'aujourd'hui, et se mettra en route vers une épopée meurtrière qui durera 64 jours. Okuboは群馬県内を走り回り、ひたすら女性たちに声をかけ続けたのである。Au début du mois de mars 1971, Okubo s'installera dans un appartement délabré d'un vieil immeuble de la périphérie de Takasaki au loyer dérisoire et achètera un stock de riz et de nouilles déshydratées, un carton de cigarettes et des bonbonnes de whisky premier prix pour pouvoir se concentrer sur son infernale mission et n'avoir plus à s'occuper de l'intendance. À bord de sa Mazda, il commencera à patrouiller dans la région proche, observant les collèges et les lycées, les petits commerces et leurs jeunes employés, repérant leurs habitudes, leurs trajets et leurs horaires. Sachant pertinemment qu'il devrait faire sa sale besogne dans un endroit discret, il trouva également une friche industrielle en marge des habitations cachées de la vue de tous. Le 31 mars 1971, vers 17h45, alors qu'il fumait au volant de son véhicule observant la sortie d'un lycée, il aperçut Tsuda Miyako, 17 ans, qu'il avait repéré quelques jours auparavant et qu'il savait prendre un chemin détourné et désert pour rentrer chez elle.
Il le savait car il avait abordé la jeune fille au milieu de tant d'autres avec son nouveau look d'artiste à l'occidental tel que les Japonais des années 60 et 70 le voyaient, à savoir béret sur la tête et blouse de peintre, et que Miyako, passionnée d'art occidental, avait répondu à ses avances, impressionnée par son érudition et ses promesses de lui faire visiter son atelier. Elle accepta de monter en voiture avec lui pour se rendre au lac Haruna, où était censé être son atelier, mais en chemin il lui fit des avances et tenta de la violer. Elle lui expliqua que son frère aîné était procureur et que s'il n'arrêtait pas immédiatement, elle allait porter plainte. Habilement, elle réussit à descendre de la voiture et partit en direction de la gare la plus proche pour rentrer chez elle, s'engouffrant dans un petit chemin. Il attendit qu'elle tourne dans le dit chemin et la suivit discrètement avec sa voiture. Lorsqu'elle arriva au milieu de la voie, cachée par un bouquet d'arbres touffus, il accéléra et s'arrêta devant elle. Bondissant sur elle, il la maîtrisa et la fit monter de force dans sa voiture, redémarrant à vive allure. Il conduisit jusqu'à sa planque et gara le véhicule derrière une usine désaffectée. Là, il viola la malheureuse sur la banquette arrière à plusieurs reprises et l'étrangla à mort. Il dira avoir passé plus d'1 heure près de la dépouille de sa victime, fumante et caressant ses cheveux. Après cela, il se débarrassera du corps sans cérémonial en l'enterrant grossièrement dans un terrain vague sableux proche de la zone industrielle. Et une dizaine de jours plus tard, le 10 avril, ce fut Oikawa Miyako, 17 ans, elle aussi lycéenne et serveuse à mi-temps dans un restaurant familial de la ville, qui tomba entre les griffes du prédateur. Il l'aborda au petit matin alors qu'elle marchait dans la rue et lui proposa de lui lire des poèmes en prenant un café. Devant la gentillesse et le beau langage de Okubo, Miyako accepta et ils passèrent une bonne partie de la matinée à boire du café et à parler. Il lui écrit un poème sur le coin d'une nappe et lui parla de poésie érotique sans tabou. Il lui prit la main et lui dit qu'il voulait la dessiner nue et écrire sur elle avant de lui faire l'amour. Pourtant fiancée, la jeune fille accepta de suivre l'homme dans un hôtel et coucha avec lui. Après l'acte, le poète du dimanche se montra à nouveau entreprenant, mais Miyako refusa de remettre ça et commença à se rhabiller. Okubo la gifla et la jeta sur le lit. Paniquée, elle lui expliqua que son fiancé était policier et qu'elle allait tout lui raconter. Il s'excusa, bouillant intérieurement, et lui proposa de la raccompagner à son travail car elle devait prendre son service sans tarder. Elle accepta. Il la regarda entrer dans le restaurant et resta là, à fumer cigarette sur cigarette, ruminant sa haine et sa frustration. Okubo avait remarqué que son père venait la chercher au lycée les jours de semaine, mais qu'elle rentrait seule de son travail le week-end. Alors, là encore, il l'attendit près du petit restaurant de nouilles et vers 22 heures, lorsqu'elle sortit et salua ses collègues, la suivit discrètement à bord de sa Mazda jusqu'à ce qu'elle prenne une ruelle sombre et très peu fréquentée. Usant du même modus operandi, il la força à entrer dans sa voiture et roula à vive allure vers les anciennes usines. Il la força à se dévêtir, lui attacha les mains dans le dos et la viola toute la nuit, pratiquant les actes les plus extrêmes avec elle avant de l'étrangler avec sa ceinture au petit matin. Il l'enterra aux côtés de sa première victime sans cérémonial ni état d'âme. Sûr de sa mission infernale, il ne prit aucune précaution pour se cacher ou se faire discret et rentra en ville avec sa voiture, se garant même devant la maison des parents de sa dernière victime qui parlait avec la police. Le 17 avril, il changera de quartier et commencera à regarder du côté de la petite université de Takasaki devant laquelle beaucoup d'étudiantes discutaient après les cours. Il en remarqua une qui correspondait à ses préférences physiques et qui ne semblait appartenir à aucun groupe, Ida Tieko, 19 ans, inscrite en architecture. Pensant que les précautions étaient inutiles, il la suivit quelques minutes à bord de son véhicule et lorsqu'elle s'engouffra dans une rue moins fréquentée, l'aborda comme pour lui demander sa route. Puis, faisant mine de ne pas savoir ce qu'elle faisait, il lui demanda si elle était étudiante et lui raconta qu'il était professeur d'art, qu'il avait 29 ans et s'appelait Watanabe Yaiti. Il descendit de son véhicule et lui proposa de boire un café, ce qu'elle accepta. Ils parlèrent art et architecture et Okubo usa de ses charmes pour séduire la jeune femme, lui improvisant un poème et lui parlant de politique, sujet qui la passionnait aussi. Il lui donna son opinion sur les tabous bourgeois japonais qu'il avait réussi à vaincre grâce à l'amour libre et au sexe débridé. Tieko accepta de partager une expérience avec lui et ils revinrent à la voiture. L'anarchiste amateur roula un peu et ils firent l'amour dans le véhicule, puis ils burent du whisky à la bouteille et s'assoupirent un moment.
Chieko se réveilla en premier et chercha dans la sacoche de son partenaire d'un jour s'il n'avait pas une cigarette. Elle vida quelques affaires pour accéder au paquet et vit un papier tamponné par l'administration pénitentiaire. Lorsqu'elle vit sa photo et ce nom, Okubo Kiyoshi, sur ce certificat de levée d'écrou, elle prit peur et partit. L'homme se réveilla en sursaut et vit Chieko s'éloigner. Il démarra et roula à ses côtés, lui demandant ce qui se passait. Elle lui expliqua qu'elle savait tout sur lui et voulait rentrer chez elle. Il lui demanda de l'écouter un instant et qu'il avait une chose importante et très secrète à lui dire. Elle s'approcha de la vitre ouverte et Okubo la tira par le cou et les épaules assez violemment pour la faire rentrer et la glisser jusque sur le siège passager, confuse et choquée. Puis il démarra sur les chapeaux de roue et roula à vive allure jusqu'à son QG infernal. Là encore, il la fera se déshabiller et la violera avant de l'étrangler à mort. Elle rejoindra elle aussi le cimetière improvisé de la zone industrielle. Durant la nuit qui suivra, il avouera plus tard avoir repensé à ses derniers crimes et regretté de ne pas pouvoir en profiter plus longtemps et dans de meilleures conditions pour lui. Alors il partit en quête de câbles électriques usagés qu'il stockera chez lui et décidera de se remettre en chasse pour, cette fois, ramener sa proie à la maison et en profiter plus longtemps. Le lendemain, il revint patrouiller près du lycée où il avait enlevé sa première victime et repéra Kawabata Seiko, 17 ans, qui, malheureusement pour elle, correspondait en tout point à ses critères. Elle prit la route parallèle à l'établissement scolaire et marcha en direction d'un petit centre commercial en pleine ville. Sentant que rien ne pouvait lui arriver et qu'on ne l'arrêterait jamais, Okubo attrapa un couteau de poche qu'il gardait dans sa boîte à gants, se gara le long d'un trottoir et descendit. Il marcha vers la jeune fille, lui fit face et lui mit la petite lame de canif contre le ventre en lui disant de se taire. Terrorisée, elle le suivit lorsqu'il lui demanda et entra dans la voiture qui repartit à toute allure. Il se gara devant son vieil immeuble rouillé et fissuré, força Seiko à monter les marches corrodées et la poussa à l'intérieur de son studio crasseux. Il la fit se déshabiller sous la menace et l'attacha sur son lit avec les câbles électriques qu'il avait prévus. Ce fut le commencement de 48 heures de cauchemar pour la malheureuse. Il la violera de toutes les façons pendant 2 jours et une nuit, buvant et dansant devant sa victime terrifiée mais impuissante. Lorsqu'il en eut marre, il l'étrangla à mort elle aussi avec les câbles électriques et la mettra toujours nue dans le coffre de sa voiture. Ce sera la dernière à être enterrée dans le terrain vague. Le 27 avril, il fera sa victime la plus jeune, Sato Akemi, une lycéenne d'à peine 16 ans qui eut le malheur de croiser sa route ce jour-là. À court de whisky, il avait décidé d'aller faire le plein dans un supermarché discount de la périphérie de la ville et ne prévoyait pas forcément de faire de nouvelles victimes, mais en rentrant de ses emplettes, il croisa la route de la jeune fille qui marchait le long de la départementale pour rentrer chez elle. Elle correspondait en tout point à ses goûts de prédateur et lorsqu'il vit qu'elle transportait un étui à violon, il s'arrêta à sa hauteur et lui demanda l'adresse du conservatoire. Akemi lui indiqua, puis lorsqu'il lui dit qu'il était professeur, monta avec lui dans la voiture pour l'y emmener. En route, il s'arrêta dans un café, lui fit son numéro de charme, prétendant aussi jouer du violon et composer un opéra dont il avait écrit le livret. Ils passèrent un long moment à parler art et sexe, bien entendu, et à force de baratin, l'homme de 36 ans put convaincre la jeune fille de lui offrir sa virginité contre une place de violoniste dans son futur opéra. Il la conduisit dans un hôtel et ils couchèrent ensemble. Lorsqu'ils discutèrent allongés sur le lit, Akemi dit à Okubo que son père était policier et, en riant, qu'il serait furieux de savoir qu'elle avait couché avec un homme plus vieux. Ravalant sa frayeur, il lui proposa de la raccompagner jusque chez elle en voiture, mais bifurqua sur un chemin de terre à la sortie de la ville. Affolée, elle lui demanda de s'arrêter, puis profitant d'un ralentissement, ouvrit la porte et sauta. Elle se mit à courir dans la direction opposée et Okubo, lui aussi, fit demi-tour et accéléra. Assailli par son instinct de mort, il freina subitement à sa hauteur et sortit précipitamment. La pauvre n'eut pas le temps de réagir, il l'attrapera par le cou et l'enfermera dans son coffre avant de partir à toute vitesse. Il roulera quelques minutes avant de s'engager dans un chemin de campagne, violera Akemi avant de l'étrangler, loin de son charnier habituel. Il se contentera de jeter son corps nu dans un fossé. Le 3 mai, ce sera au tour de Kawaho Kazuyo, 18 ans, opératrice téléphonique dans une petite entreprise de télécom de la banlieue de Takasaki, de subir le même sinistre destin.
Là encore, il la croisera par hasard alors qu'il roulait sans but, fumant et écoutant la radio. Il s'arrêtera à sa hauteur et lui demandera le chemin de l'école. Se présentant comme le nouvel instituteur. Voyant son look d'artiste et son grand sourire, elle lui demanda s'il peignait et il répondit naturellement que oui. Elle prit place dans la voiture car elle rentrait chez elle et habitait justement près de l'école. En chemin, il lui proposa d'aller boire un verre et elle accepta. Alors, usant de ses charmes, il parla peinture et raconta qu'il avait vu l'exposition Van Gogh à Tokyo, comprenant dans la conversation que Kazuyo aimait ce peintre. De fil en aiguille, ils mangèrent ensemble, burent un peu et se retrouvèrent dans un petit hôtel non loin du restaurant. À 14h, elle repartit pour son travail avec la promesse d'aller dîner ensemble. Okubo vint la chercher à 19h, mais la jeune femme refusa de monter avec lui, lui expliquant que sa collègue mariée avec un instituteur n'avait jamais entendu parler d'un remplacement et que son patron, l'ayant aperçu par la fenêtre, lui avait dit de se méfier car un kidnappeur avec la même voiture rôdait dans la région. Kazuyo se mit alors à marcher rapidement, prenant le chemin du poste de police. Pris de panique et ivre de colère, Okubo sortira de la voiture en un éclair et lui fera face. Il la forcera à rentrer dans sa voiture sous la menace d'un couteau et la violera sur la banquette arrière avant de l'étrangler et de la charger dans son coffre. Son corps sera jeté sans ménagement dans un dépôt de déchets agricoles à quelques centaines de mètres du lieu du meurtre. Son odyssée sanglante touchait à sa fin, mais 2 autres victimes croiseront la route du tueur dans les jours qui suivront et le paieront de leur vie. Le lendemain, ce sera Takemura Reiko, 21 ans, employée dans une supérette que Okubo repérera alors qu'elle marchait sur le bord de la route après son travail. Il l'avait déjà abordée alors qu'il allait acheter à boire et lui avait fait un brin de drague en lui demandant de la peindre et de sortir boire un verre avec lui. Il s'arrêta à sa hauteur et se fit connaître. Heureuse de voir cet homme poli et sympathique, elle accepta de se faire reconduire puis de boire un café ou autre chose avec lui. Le charme de l'artiste de pacotille opérant et celui de l'alcool qui avait remplacé le café aussi, Reiko se laissa embrasser et accepta de suivre Okubo dans un hôtel. Connu dans le quartier, elle lui demandera d'en trouver un en périphérie. Il roulera un moment mais n'en trouva pas, alors n'y tenant plus, ils s'arrêtèrent dans un coin discret et firent l'amour dans la voiture. Après cela, ils parlèrent un moment de tout et de rien et l'homme lui demanda de remettre ça, mais elle refusa. Intolérant à la frustration, il s'énerva très vite et gifla la jeune femme. Alors elle lui expliqua que son père travaillait pour la pègre locale et qu'il allait lui faire payer très cher cette gifle. Puis elle sortit de la voiture et se mit à marcher vers la ville. Suivant la même technique, il la forcera à monter dans sa Mazda, la conduira dans les bois et la violera avant de l'étrangler et de jeter son corps dénudé dans un fossé. Takanohashi Naoko, une femme de ménage de 21 ans, sera la dernière à périr de la main du tueur en série, mais aussi celle grâce à qui, indirectement, la police mettra fin à l'épopée meurtrière de celui que l'on nommait déjà le tueur à la voiture beige. Il l'avait rencontrée en ville dans un café littéraire qu'il avait l'habitude de fréquenter et, bien sûr, l'avait abordée dès qu'elle l'avait regardé. Ils s'étaient promis de se revoir après plusieurs petits rendez-vous dans des restaurants de la ville et avaient même couché ensemble 7 fois auparavant sans que rien de fâcheux ne se passe. Le 10 mai, encore exalté par son dernier meurtre, il passera la prendre chez elle pour l'emmener dîner. Ils boiront beaucoup pendant ce repas et décideront d'aller acheter une bouteille de whisky chez un dépanneur pour finir la soirée dans la voiture. Ils firent l'amour dans le véhicule et burent encore. Ivre, Naoko demandera à Okubo s'il était le kidnappeur de filles dont la presse parlait tout en se moquant de lui. Alors, le tueur attrapa le collant de la jeune femme et l'étrangla avec. Il jeta son corps dans un fossé et le recouvrit de feuilles puis repartit. Le lendemain matin, il appela sa femme, de qui il n'avait pas divorcé malgré leur séparation, et qui vivait chez sa mère, et lui demanda s'il pouvait venir passer quelques jours pour profiter de ses enfants. Elle accepta. Okubo y restera 4 jours, renouant presque avec son épouse et jouant avec ses enfants, ravis de le revoir. Contrairement à la plupart des tueurs en série, dont Kodaira Yoshio, qu'il admirait et à qui il devait son sobriquet d'enfance, Okubo n'avait jamais pris aucune précaution lors des enlèvements, des meurtres et des dissimulations de corps de ses victimes. Sa Mazda beige écumait les rues de Takasaki tous les jours et des dizaines de témoins la virent se garer sur le terrain vague qui lui servait de charnier. Depuis plus d'1 mois,
La police enquêtait sur ces disparitions à répétition, mais n'avançait que très peu, car, comme vous pouvez vous en douter, les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui et aucun fichier central n'existait vraiment. Bien que la description de la voiture revenait plusieurs fois parmi les témoins des enlèvements, la police n'arrivait pas à mettre la main dessus, se perdant en recherche, et les concessionnaires et les vendeurs de voitures d'occasion sans vraiment pouvoir statuer sur une marque précise. De plus, inquiet de propager la nouvelle de leur incompétence, la police de Takasaki n'avait pas demandé d'aide à la préfecture et encore moins à la criminelle, essayant de régler cette série d'enlèvements avec les moyens du bord. Nous sommes en 1971 et il n'y a bien évidemment pas de portable, donc pas de géolocalisation et encore moins d'internet pour accélérer les recherches. C'est le frère de la dernière victime qui conduisait les enquêteurs à identifier Okubo. Le tueur avait eu l'imprudence de l'enlever à quelques mètres de la maison n'ayant pas fait de repérage auparavant. Son petit frère de 19 ans qui était à sa fenêtre avait vu sa sœur monter avec un inconnu dans une voiture qui correspondait à la description faite par la police dans la presse locale. En plus de la description précise du véhicule et de sa plaque d'immatriculation, il permit à la police d'établir un portrait robot fidèle du tueur aperçu par le jeune Takanohashi, mais aussi par les victimes de viol qui affluaient au commissariat depuis une 60aine de jours. Car entre ces meurtres, Okubo avait agressé des dizaines de femmes, 127 dira l'enquête, lui parlera de plus de 150, et violé une douzaine d'entre elles, heureusement sans les tuer. C'est finalement le 14 mai que la police l'arrêtera sur une route de campagne au volant de sa Mazda beige lors d'un banal contrôle. Lors de son arrestation, les policiers trouveront une jeune femme de 20 ans prostrée à côté de lui. Calmement, Okubo se tournera vers elle, lui tendra de l'argent et lui dira « Ma chère, je crois que vous allez devoir prendre un taxi pour rentrer chez vous. » Placé en garde à vue à Takasaki, il fut d'abord mis en examen pour enlèvement et séquestration en vue de commettre un acte immoral en attendant que les preuves matérielles, empreintes, mégots de cigarettes et traces de pas puissent être présentées contre lui. Mais Okubo, dans son délire de toute puissance et de reconnaissance, avouera ses meurtres très rapidement et sans attendre d'être confondu, puis conduira les enquêteurs aux tombes improvisées de ses victimes. Transféré au centre de détention de Kosuge à Tokyo, l'instruction sera assez rapide, à peine 5 semaines, tant le meurtrier en série fut loquace, fier de ses crimes et bavard tant dans les détails que dans les explications. Il sera mis en examen pour 8 meurtres et 117 viols et le procureur demandera d'emblée la peine capitale. La défense demanda des expertises psychiatriques qui ne se montrèrent pas convaincantes et ne permirent pas à Okubo d'échapper à un procès, ce qu'il ne souhaitait pas de toute façon. Il écrira qu'il voyait dans ses audiences une tribune pour ses revendications politiques et une occasion de raconter son histoire. Durant les audiences et pour sa défense, Okubo déclarera « Je suis devenu violent à cause de la police. Lors de mes précédentes arrestations, ils ont été brutaux avec moi. Les condamnations injustes dont j'ai écopé ont complètement détruit mon humanité. Depuis, je hais l'autorité sous toutes ses formes. Vive l'anarchie. » Les experts psychiatriques des deux parties ne diagnostiqueront chez lui aucune altération de la conscience ni même la moindre maladie mentale. Mégalomane, menteur compulsif et intolérant à la frustration, il était juste sujet à un trouble du comportement, trouble qui lui permettait néanmoins de distinguer le bien du mal et d'avoir pleine conscience de ses actes. Le procès durera 1 mois et sera particulièrement éprouvant pour les familles obligées de croiser le regard amusé et provocateur du prévenu, qui envoyait même des baisers aux mères de certaines de ses victimes. Okubo fera son show à chaque fois qu'il fut autorisé à prendre la parole, se perdant en détails morbides et pervers et se justifiant à chaque fois à grands coups de citations politiques et littéraires. Mais s'il est une chose qu'il n'exprimera jamais, c'est une forme de regret ou de repentir. Il ne prononcera jamais le nom de ses victimes, les appelant juste par le numéro dans l'ordre de ses actes atroces. La haute cour de Maebashi le condamnera à la peine capitale le 22 février 1973. Il ne fit pas appel de la sentence et déclara, lorsque le juge lui demanda s'il avait des remords, « Non, aucun, mais si je pouvais renaître, je voudrais être réincarné en brin d'herbe, car lorsque j'étais enfant,
Une femme m'avait dit que peu importe la façon dont on les traite, ils se redressent toujours. C'est ce genre d'existence que je voudrais pour ma prochaine vie. Pendant ces années dans le couloir de la mort, il se mettra à écrire et rédigera un pamphlet anti-gouvernement très empreint des penseurs anarchistes qu'il lisait quotidiennement. Il sera en contact avec quelques membres influents de l'armée rouge japonaise, espérant devenir une icône de la résistance libertaire, mais même eux, terroristes et assassins, refuseront d'être associés à ce tueur en série pédocriminel. Alors il se lancera dans des poèmes morbides et pervers parlant de sacrifices humains, de viols d'enfants et de meurtres. Aucun ne furent jamais publiés et ces cahiers seront même détruits à la demande des familles de victimes. Il fut exécuté par pendaison le 22 janvier 1976 sans jamais avoir exprimé aucun regret. Les gardiens et les bourreaux témoigneront que le matin de son exécution, il ne pouvait même pas tenir debout tout seul, terrorisé à l'idée de mourir, et qu'ils durent le porter jusqu'au gibet. L'incompétence de la police locale de Takasaki, agent de la circulation plus qu'enquêteur criminel, fut dénoncée par la hiérarchie et les familles des victimes. Les autorités du bureau central de la police relevèrent plus de 70 manquements à la procédure et ne comptèrent plus les signalements n'ayant eu aucune suite, même pas une visite de routine. L'officier en charge de l'enquête fut révoqué et le nombre de policiers locaux mutés dans des services administratifs. Il fut décidé, à la suite de cet énorme raté, de rattacher les affaires de disparition à la brigade criminelle de la ville la plus proche et de doter les petits commissariats de campagne de matériel de communication plus moderne. Les premiers ordinateurs firent leur apparition dans les postes de police de campagne et de banlieue et un fichier centralisé des criminels et délinquants sexuels vit le jour, consultable par tous. Malheureusement, ce début de coordination n'empêcha pas d'autres tueurs en série de profiter du système défaillant pour commettre d'autres atrocités. L'affaire Okubo fait toujours office de référence dans les écoles de police et reste à ce jour l'une des plus marquantes de l'histoire criminelle japonaise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes toujours plus de la moitié à regarder mes contenus sans être abonné, à liker, à partager, à commenter, c'est le premier soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez m'aider à être payé pour mon travail, oui, je suis presque systématiquement démonétisé, en me laissant un petit pourboire sur Tipeee, un Super Thanks, le petit bouton avec un cœur juste sous la vidéo, en rejoignant l'unité Satsujin, c'est aussi sous la vidéo, ou en allant faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, des t-shirts sérigraphiés à la main et en série très limitée, des prints originaux numérotés et signés, et le CD des musiques de la chaîne. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, j'y suis assez présent et vous y tiens informé des actualités de la chaîne. Allez, je vous laisse, l'humanité dans sa plus grande noirceur veut encore me livrer quelques secrets honteux. Matane.